La relance de l'économie ivoirienne en marche. La réunion du groupe consultatif sur le financement du programme national de développement s'est ouverte ce matin à Paris. En marge de la rencontre, Alassane Ouattara et François Hollande se sont rencontrés il y a un instant. La commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui pour l'examen du projet de loi des finances 2013. La rencontre va durer 3 jours. Et puis dans l'actualité internationale, le médiateur de la crise malienne, Blaise Compaoré, a reçu des représentants du gouvernement malien et des émissaires du groupe armé Ansar Dine. On fait aussi le point de la situation en Syrie dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI1 et bienvenue dans le 20h. L'actualité ce soir est dominée par la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son homologue français, François Hollande. C'était il y a quelques instants. L'agenda du chef de l'État au cœur donc de son séjour parisien, en marge de la table ronde sur le programme national de développement. La rencontre donc il y a quelques instants avec le président François Hollande. Les deux chefs d'État ont abordé les questions d'intérêt commun. La rencontre a duré 1 heure d'horloge. À l'issue du tête-à-tête, le président Ouattara s'est prononcé sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la crise malienne et naturellement le programme national de développement PND. Et puisqu'on parle justement de ce programme, sachez que le groupe consultatif sur le plan national de développement 2012-2015 s'est réuni ce matin au siège de la Banque mondiale en présence du président de la République Alassane Ouattara. Objectif de la rencontre, mobiliser des fonds pour construire en 2015 les fondements d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le coût des investissements du PND 2012-2015 se chiffre à 1087 milliards de francs CFA. La cérémonie a été marquée par 6 interventions, dont celle du président Ouattara. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé, Saoué. La Côte d'Ivoire a besoin de 2017 milliards pour accélérer sa croissance qui atteint 8,6% cette année. Ce besoin de financement public, contenu dans le programme national de développement qui couvre la période allant de 2012 à 2015, a été soumis aux bailleurs de fonds qui ont répondu à l'appel du gouvernement ivoirien en se mobilisant en grand nombre au siège de la Banque mondiale à Paris. L'honneur est revenu à la France, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, par la voix du ministre délégué auprès des Français de l'extérieur, de faire une évaluation de ses appuis à notre pays. La France a été le premier bailleur à intervenir en Côte d'Ivoire dès la fin de la crise, avec un prêt de l'Agence française du développement de 350 millions d'euros, accordé avec la garantie de l'État en 2011. Cette intervention a été suivie d'un plan en faveur du secteur privé de 100 millions d'euros. Ces premiers appuis ont été suivis d'une reprise et d'une montée en puissance de notre dispositif de coopération civile et militaire afin de marquer notre soutien aux nouvelles autorités ivoiriennes. Les autres intervenants, notamment les vice-présidents de la Banque mondiale, du groupe de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, ont loué à l'unanimité les efforts du président de la République, qui a réussi à redresser le pays seulement 18 mois après la fin de la crise post-électorale. Les Nations unies, par la voix du représentant spécial de son secrétaire général, ont apporté une caution de poids au président Alassane Ouattara en affirmant que la Côte d'Ivoire est de retour. L'intervention du président de la République était très attendue. Le chef de l'État a fait l'état des lieux avant d'égrener les avancées obtenues depuis la sortie de crise, et elles sont nombreuses. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Elle renoue avec la paix, la sécurité et la stabilité. Elle est pleine d'espoir et résolument tournée vers l'avenir. Elle retrouve ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Toutes les forces vives de la nation se sont remises au travail avec ferveur et enthousiasme. Chaque jour, la construction d'un pont progresse. Une desserte locale est remise en état, un grand axe routier voit le jour, l'assainissement des villes continue, une nouvelle maison est connectée au réseau électrique, une nouvelle pompe à eau fait la joie de tout un village, un étudiant dans une université rénovée se connecte au web, des milliers d'enfants avec des kits scolaires gratuits étudient sur des bancs neufs. De plus en plus de malades reçoivent des soins
dans des hôpitaux et des dispensaires rénovés. Chaque jour, des chantiers s'ouvrent. Les recherches minières et les forages progressent. Des champs sont de nouveau labourés et des paysans reçoivent enfin une part équitable du fruit de leur travail. Oui, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est au travail, dans un climat de plus en plus apaisé. Chaque jour, des frères et des sœurs se retrouvent dans le grand mouvement de réconciliation nationale que rien ne pourra arrêter. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation est à pied d'œuvre. Les quelques épisodes de violence localisés et vite maîtrisés n'arrêteront pas ce grand mouvement vers un avenir meilleur. En effet, les Ivoiriens, dans leur très grande majorité, de toutes les régions et de toutes les couches sociales, aspirent à vivre dans un climat apaisé où règne la sécurité, la fraternité, la tolérance, la transparence et la bonne gouvernance. Certes, le chemin sera long et la tâche ardue, mais la Côte d'Ivoire sait aussi qu'elle peut compter sur le soutien renouvelé et renforcé de la communauté internationale pour écrire cette nouvelle page de son histoire. Mesdames et messieurs, le plan national de développement 2012-2015 que nous vous présentons et pour lequel nous sollicitons votre soutien définit une nouvelle stratégie économique basée sur un diagnostic franc et sans détour. Sa mise en place nous permettra d'atteindre une croissance forte, soutenue et solidaire. Celle-ci sera respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les ex-combattants. La Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place qui était la sienne dans la sous-région. Son taux de croissance a un impact non négligeable sur l'ensemble des pays de la sous-région, en particulier sur les pays enclavés du Sahel. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Outre le soutien des bailleurs de fonds, l'État de Côte d'Ivoire compte également sur l'apport du secteur privé pour relancer son économie. La journée de mercredi est donc consacrée au secteur privé et elle sera présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui prononcera également le discours de clôture. Dans le même registre, nous sommes en direct de Paris avec l'un des participants à cette table ronde sur le PND, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mavri-Touakeus. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Comment les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire ont réagi face à la vision de développement du président Ouattara, incarnée par le Plan national de développement, et quelles sont les options que les partenaires ont prises? Ils ont très bien réagi. Je voudrais d'abord dire qu'ils ont apprécié la présence du président personnellement. Ils ont apprécié le fait que ce soit le Premier ministre qui dirige les travaux de bout en bout. Et ensuite, ils ont constaté la clarté du plan, la clarté de la vision de développement, les objectifs et les résultats. Ils ont senti que la Côte d'Ivoire a repris. Ils ont confiance aux propositions que nous avons faites et sur cette base, la réaction a été positive au plan de la mobilisation des ressources. Je voudrais dire que nous avons fini cette journée avec une entière satisfaction. Est-ce que les attentes du gouvernement en cette première journée du groupe consultatif ont été comblées? Est-ce qu'on peut le dire? Exactement, comblées, parce que nous venons ici avec l'objectif de mobiliser sur les 4 000 milliards dont nous avons besoin pour les investissements publics, de mobiliser la moitié, c'est-à-dire 2 000 milliards, étant donné que la première moitié est déjà disponible en ressources intérieures et en financement acquis. Donc, sur l'objectif de 2 000 milliards à mobiliser, nous nous retrouvons avec pratiquement le double, sinon plus du double. C'est-à-dire que nous venons de mobiliser environ 4 300 milliards de francs CFA. Donc, nous sommes allés au-delà de nos attentes et cela est donc le témoignage le plus éloquent donc de la confiance que les partenaires placent à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de leur mobilisation au chevet du pays pour la reprise du chemin de développement. Monsieur le ministre, peut-on augurer d'une deuxième journée du groupe consultatif encore meilleure?
Alors la deuxième journée, c'est le forum des investisseurs privés. En d'autres temps, on aurait pu détacher donc ce forum de la première journée, mais nous avons voulu en venant ici parler avec le secteur privé, parler donc avec tous les investisseurs. Ils sont nombreux, ils sont aujourd'hui plus de 250 à Paris et ce soir d'autres sont arrivés. Demain avec tous ces investisseurs, nous allons échanger. Le secteur privé ivoirien également est présent pour tisser des liens. Et nous sommes sûrs que la projection que nous faisons au niveau du PND, qui est de mobiliser donc 10,6 milliards de dollars, c'est-à-dire un peu plus de 5 milliards de francs CFA, 5 000 milliards de francs CFA, que ce montant donc va être atteint et que tous les partenaires privés partiront d'ici satisfaits. Mais ce n'est pas le même schéma que le schéma que nous avions eu aujourd'hui, qui est un schéma institutionnel. Aujourd'hui, vous avez rencontré les multilatéraux et les bilatéraux? Alors aujourd'hui, c'était les multilatéraux, les bilatéraux, c'était un peu les fonds souverains également. C'était civil au plan international, c'était les fonds souverains. Et je voudrais vous dire que sur le montant que je viens d'annoncer, de nombreux partenaires n'ont pas encore fait leur annonce parce qu'ils attendent justement de finir les réunions de leur conseil d'administration ou de laisser l'annonce être faite par les autorités compétentes du pays, notamment les ministres de l'économie et des finances. Merci à vous, Monsieur le ministre Albert Mabry-Touaqueux, d'avoir répondu à nos questions. Avec vous, on a parlé de la première journée du groupe consultatif sur le PND de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Autre sujet, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui pour l'examen du projet de loi des finances 2013. La rencontre va durer 3 jours. Les détails de cette première journée avec Victoria Angwa. Les 5 groupes parlementaires appellent les députés à soutenir le projet de loi portant loi des finances 2013. Mais tous ont émis des préoccupations, entre autres le peu de moyens consacrés aux collectivités, hausse de la dette en dépit de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, éclaircissement sur la gestion du programme présidentiel d'urgence PPU, notamment sur la question des critères d'éligibilité. Premier passage du nouveau ministre en charge de l'économie et des finances devant les parlementaires. Exercice complexe, mais le commissaire du gouvernement s'est voulu rassurant. Un projet de budget qui s'équilibre à 3 814 milliards. Et 3 814 milliards qui se répartit pour tiers pour les salaires, pour tiers pour l'investissement et pour tiers pour le fonctionnement. Donc c'est la première fois que le budget d'investissement va rattraper le niveau des salaires en Côte d'Ivoire. Ces investissements couvrent l'essentiel des besoins des populations. Vous savez, il y a une part importante de ce qu'on appelle les investissements pour pauvres. C'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, mais c'est également d'autres investissements qui sont censés donc lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau des populations. La session budgétaire qui s'ouvre s'inscrit dans un contexte particulier. L'Assemblée nationale avait été spoliée pendant les crises de 2006 à 2012. Tous les budgets ont été établis par ordonnance. C'est aussi l'un des premiers budgets qui va se mettre en place dans les délais constitutionnels depuis 2005. Les autres fois, les budgets ont été adoptés avec retard, c'est-à-dire entre mars et avril. Il a fallu même recourir à des 12e provisoires, ce qui n'est pas un gage de bonne gouvernance. C'est également le premier budget que le gouvernement présente après l'atteinte de l'initiative PPTE. A rappelé que le 30 novembre dernier, l'Assemblée nationale a examiné et adopté en commission le plan national de développement PND. Pour le député, la session budgétaire va lui permettre de poser un acte majeur susceptible d'amener le gouvernement à satisfaire les populations par des actions telles que définies par le PND. La plénière nous situera. Restons à l'hémicycle. 2 projets de loi y ont été adoptés hier par les députés, notamment les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Ce sont les projets de loi portant organisation des collectivités territoriales et modification du code électoral. Ils ont été présentés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les explications de Laurent Banga. La politique de décentralisation du gouvernement peut maintenant prendre forme. Les 2 projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales et celui portant code électoral ont été adoptés par les députés membres de la Commission générale et institutionnelle.
Selon le ministre Ahmed Bakayoko, le projet de loi sur l'organisation des collectivités territoriales est désormais en phase avec le cadre légal et institutionnel de la décentralisation, car il colle à la réalité du moment, c'est-à-dire la bonne gouvernance, un meilleur contrôle de l'action des collectivités territoriales et permettre à la Côte d'Ivoire d'aller à son rythme en matière de décentralisation. Ce projet de loi voté hier comprend 212 articles regroupés en 3 titres. Le premier titre est consacré aux dispositions communes à toutes les collectivités territoriales et affirme la personnalité morale et l'autonomie financière de celles-ci. Le titre 2 est relatif aux spécificités de chaque collectivité territoriale. S'agissant de la région, après avoir indiqué que les organes de celle-ci sont le Conseil régional, le bureau du Conseil régional, le président du Conseil régional et le comité économique et social régional, ce projet de loi notamment fixe le nombre des membres du Conseil régional qui varie de 25 au minimum à 60 au maximum selon l'importance démographique. Donne la possibilité au Conseil régional de créer en son sein 7 commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre des questions bien définies. Précise que le bureau du Conseil régional se compose d'un vice-président qui est également président du dit Conseil et de vice-présidents classés dans l'ordre des nominations dont le nombre varie de 3 à 6 au maximum suivant la taille de la population. Prévoit la création au sein de la région d'un organe consultatif dénommé Conseil économique et social régional chargé de donner son avis sur toute matière, soit sur saisine du président du Conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional ou de l'autorité de tutelle. Que dit la loi par rapport à la commune? Concernant la commune, dont les organes sont le conseil municipal, la municipalité et le maire, le nombre de ces conseillers varie selon l'importance de la population de 25 au minimum à 50 au maximum. En outre, sur la même base de l'importance démographique, le nombre des membres de la municipalité est compris entre 3 et 7, y compris le maire. Enfin, le titre 3 traite des dispositions diverses et finales qui précisent que le contrôle de l'autorité de tutelle est un contrôle a priori, c'est-à-dire que des actes pris par le conseil municipal ou le conseil régional ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle. Le deuxième projet de loi, c'est celui relatif au code électoral. Ce texte a été modifié en ses articles 120, 121, 128, 149, 150 et 157. Tous ces articles visent à rallonger les délais jugés courts dans le cadre de l'organisation couplée des élections municipales et régionales et à organiser les recours dans la juridiction compétente en la matière, à savoir la chambre administrative de la Cour suprême. Comme annoncé en début de journal, l'actualité est dominée par la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son homologue français François Hollande. C'était il y a quelques instants, en marge de la table ronde sur le programme national de développement. La rencontre a eu lieu donc à l'Élysée. Je vous propose d'écouter le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au terme de ce tête-à-tête. Est-ce que vous allez livrer Mme Babo à la CPI? Madame Babo est dans de bonnes conditions en Côte d'Ivoire. Je pense que la CPI vient de lever les scellés. Par conséquent, le mandat d'arrêt est officiel, est connu de tous. Nous sommes en train d'examiner la question et nous ferons connaître notre position dans les semaines et les mois qui viennent. Elle sera jugée en Côte d'Ivoire? Elle peut être jugée en Côte d'Ivoire. Avez-vous évoqué avec le président français les deux rapports concernant le rapport de l'ONU et de l'UNESCO? Ah oui, nous apprécions toujours les rapports des ONG. Bien sûr, quelquefois,
ce ne sont pas des rapports très objectifs ou très complets ou bien à jour, mais ce sont des recommandations dont nous tenons compte. La Côte d'Ivoire a la volonté de continuer d'être un État de droit et de renforcer l'État de droit. Nous respectons les droits humains. Monsieur le Président, la dernière rencontre avec le président Hollande date du 26 juillet. Oui. Vous le rencontrez pour la deuxième fois. Oui. Est-ce que vous avez évoqué la question malienne? Ah oui, tout à fait. La question malienne est une question urgente. Nous sommes totalement en phase avec le président Hollande qui nous apporte notre soutien, son soutien. La question malienne est d'abord une question africaine, une question ouest-africaine, et nous sommes déterminés à mettre en place les structures dont nous avons parlé au récent sommet de la CEDEAO à Abuja. Il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte rapidement la résolution pour permettre une intervention au Mali. Pour nous, c'est une question qui est d'une très grande urgence. Une intervention militaire? Mais il faut bien sûr le dialogue politique, et une intervention militaire me paraît indispensable. Et dans les meilleurs délais. Vous y croyez toujours à l'intervention militaire? Mais les forces ouest-africaines et africaines sont quasiment prêtes. Le nombre par pays a été arrêté ces jours-ci et nous attendons la résolution des Nations Unies pour préparer nos forces pour une intervention si le dialogue politique n'aboutit pas. Monsieur le Président, vous êtes venu en quête de fonds et de soutien pour la reconstruction de votre pays. Est-ce que vous avez un chiffrage après 24 heures de rencontre? Oui, les choses se déroulent bien. Nous sommes venus pour le groupe consultatif boucler le financement du programme 2012-2015 pour les investissements publics et privés en Côte d'Ivoire. La première journée s'est très bien passée et nous sommes optimistes. Nous pensons que les 17 milliards qu'il nous faut pour cette période seront largement dépassés. Faites présenter les armes. Vous l'avez entendu, le président Ouattara s'est prononcé sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La crise malienne et naturellement le Programme national de développement PND. Autre sujet, elle s'est ouverte aujourd'hui, la 6e édition du sommet Africité. La rencontre qui se tient dans la capitale sénégalaise est consacrée aux entités décentralisées du continent. Thème central, construire l'Afrique à partir de ses territoires. Quel défi pour les collectivités locales? Le président sénégalais Macky Sall, plusieurs anciens chefs d'État africains et des responsables de développement local sont à ce rendez-vous. Il s'agit pour les participants, acteurs de la vie locale africaine, durant une semaine, d'examiner l'impact des processus d'urbanisation et de décentralisation sur la réorganisation du peuplement et du développement du continent. L'actualité en Côte d'Ivoire est aussi marquée par le 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert les travaux à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Thème, normalisation des causes de décès et classification statistique en Afrique. Objectif, mettre à la disposition des gouvernants des données fiables pour le développement des pays africains. Brahim Ndombia depuis RTI Boaké. Véritable grande instance au niveau africain, traitant des questions statistiques, ce 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique se tient à Yamoussoukro. Thème, normalisation des causes de décès et classification statistique en Afrique. Au total, 600 participants venus des 54 pays d'Afrique prennent part à cette rencontre annuelle qui regroupe toute la communauté statistique africaine et les partenaires techniques et financiers. Ceux-ci vont réfléchir 3 jours durant sur des thèmes d'ordre économique, démographique et social. Au nombre des partenaires, le système des Nations Unies, l'UNFPA, l'UNICEF, la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Troakeus, les données statistiques permettent au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. À l'ouverture de ce symposium, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, soutient que le gouvernement attend beaucoup des travaux des experts. Au terme de votre réunion, vous allez prendre des résolutions claires et concrètes
en vue de l'amélioration des statistiques dans le domaine de l'état civil en Afrique. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire salue d'avance cette initiative et attend de vos délibérations un engagement ferme de l'ensemble des parties prenantes pour que cette vision devienne une réalité en Afrique. Je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire examinera attentivement ces résolutions en vue de leur application diligente qui donnera une impulsion nouvelle aux efforts de toutes les parties concernées à travers les ministères en charge du plan et de l'intérieur. Sachez que c'est lors de la 7e édition à Cape Town, en Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire a été choisie par la communauté statistique africaine et les partenaires au développement pour abriter le 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique. Du sport à présent, 12 armées africaines s'affrontent dès demain à Abidjan. Rassurez-vous, c'est un affrontement sportif. C'est à l'occasion de la 8e Coupe d'Afrique militaire de football organisée par la Côte d'Ivoire, la 8e édition de la CAN Foot. On en parle avec le général Kwame Akissi. Mon général, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Au niveau de l'organisation, est-ce que tout est fait prêt pour le début de cette compétition? Oui, le comité d'organisation mis en place par le ministre en charge de la Défense est à pied d'œuvre depuis des mois et au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts. Toutes les délégations sont arrivées et nous sommes prêts pour les accueillir et accueillir la compétition. La cérémonie d'ouverture de la compétition demain samedi 5 décembre sera suivie du match Côte d'Ivoire-Nigeria. Est-ce qu'à ce stade, vous avez un appel à lancer? Je voudrais dire à la population entière que demain, c'est la cérémonie d'ouverture au stade Houphouët-Boigny et que le président de la République a offert gracieusement le match à toute la population habitant en Côte d'Ivoire. Et j'invite tout le monde, jeunes, femmes, hommes, à venir au stade Houphouët-Boigny demain à partir de 11 h. Le premier match est entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et les éléphants militaires sont prêts. Il faudrait que vous veniez supporter les éléphants militaires et toute l'Afrique doit venir parce que c'est 11 pays encore qui viennent pour jouer et il faudrait que tous ceux qui se sentent concernés viennent supporter les pays. Merci à vous, mon général, pour toutes ces précisions. Avec vous, on a fait le point des préparatifs de la 8e édition de la CAN Foot qui s'ouvre demain ici à Abidjan. Merci. Sachez que la Direction générale des impôts informe les propriétaires de maisons et de terrains qu'ils sont invités à se rendre dans les services de la Direction générale des impôts pour payer leur impôt foncier 2012 et leur arriéré d'impôt foncier avant le 31 décembre 2012 pour bénéficier de la réduction exceptionnelle de 25%. On termine ce journal avec un tour au cœur de l'actualité internationale. On fait le point des crises syriennes et maliennes. Reportage. Un espoir dans la résolution de la crise malienne. Aujourd'hui, pour la première fois, des émissaires du pouvoir malien et des représentants des groupes armés Ansar-Dine et MNLA ont accepté de se retrouver autour de la table à Ouagadougou sous l'égide du médiateur Blaise Compaoré. Avant tout dialogue, chacun pose ses conditions. Nous agissons dans le cadre de la Constitution du Mali. Et la République est une, indivisible, et elle est laïque. Pas question donc de négocier sur l'intégrité du pays. Bamako ferme aussi la porte aux revendications des islamistes d'imposer la charia au nord. Côté MNLA, on se dit hostile à toute discussion avec Ansar-Dine, considéré comme un groupe terroriste. L'aviation syrienne poursuivait mardi matin ses raids contre la banlieue est et sud-ouest de la capitale. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bombes s'abattaient un peu partout dans la province de Damas pour tenter d'en chasser les combattants rebelles. La pression mise sur le centre névralgique du pouvoir est-elle si forte que le régime envisage de recourir aux armes chimiques? C'est en tout cas ce que suggère Washington. Scénario à l'irakienne ou réelle menace, un responsable américain a affirmé en effet que le régime se livrait à des préparatifs qui ont fait sortir le président Obama de son silence. Je veux qu'il soit absolument clair pour Assad et ceux qui sont sous ses ordres. Le monde regarde. L'usage d'armes chimiques est et serait totalement inacceptable.
Une mise en garde relayée ce mardi par l'OTAN qui prévient que l'utilisation d'armes chimiques par la Syrie entraînerait une réaction immédiate de la communauté internationale. Des avertissements sévères qui interviennent alors que l'Alliance Atlantique se prépare à déployer des batteries de missiles antimissiles patriotes à la frontière syro-turque et au moment où le président russe se trouvait en Turquie pour examiner la situation syrienne avec le Premier ministre Erdogan. Nous ne sommes pas des défenseurs invétérés du régime syrien, comme je l'ai déjà dit. Nous ne défendons pas non plus les actions du dirigeant syrien. Nous sommes préoccupés par autre chose. Pour l'heure, l'ONU a suspendu sa mission dans le pays et l'Union européenne a décidé de réduire ses activités au minimum. Quant à la Syrie, elle a fait savoir par la télévision officielle qu'elle n'utiliserait pas l'arme chimique contre son peuple. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Bonsoir.